Avant de voir comment se servir de Docker, on va voir ce qu'est Docker. Et pour ça, on va partir du processus. Comme mon terminal. Ceci est un processus, c'est-à-dire un programme en cours d'exécution. Je peux lui donner des instructions, des inputs et il va me sortir des outputs. Par exemple, avec ls, il aura accès à mon système de fichiers. Comme je suis sur Ubuntu, il a tous les dossiers de base de Ubuntu. Et si je fais ps, il va avoir accès également, il va pouvoir voir tous les processus en cours. Donc j'ai le bash sur lequel on est en train de travailler et la commande ps. Depuis ce terminal, je peux également exécuter d'autres programmes. Donc si je rentre la commande bash, je vais démarrer un nouveau bash. Je vais donc avoir un terminal dans le terminal. À première vue, ça ne fait aucune différence, mais je suis bien dans un sous-programme, un terminal, un sous-terminal à l'intérieur de mon bash initial. Et si je fais CTRL-C, je vais retourner sur mon bash initial. Alors comme ça, on dirait que ça sert un peu à rien comme démonstration. Mais imaginez que j'ai le système de fichiers d'une autre distribution de Linux, la distribution Alpine, qui est assez populaire sur Docker. C'est-à-dire, je vais avoir tous les dossiers de base d'Alpine et tout le système. Et en plus, à l'intérieur, par exemple, une application que je pourrais exécuter. Imaginons que je puisse exécuter un bash, un terminal qui s'exécutera à l'intérieur de ce système de fichiers et qui aura accès à un système donc différent de celui de base de mon ordinateur dans lequel il se place. Eh bien, c'est en gros ce que fera Docker. Il va créer une illusion autour d'un processus et il lui fera croire qu'il se trouve dans un autre système, une autre distribution de Linux, et qu'il a en plus accès à un réseau différent, à des processus différents que l'ordinateur dans lequel il se trouve réellement. En prenant un autre exemple, imaginons que j'ai un processus Node qui s'exécute sur mon ordinateur. Il a accès à un réseau, à des applications qui tournent sur mon ordinateur, à un système de fichiers. Si je lui fais croire qu'il est dans un autre système de fichiers, un Alpine par exemple, ça va être le début d'un container. Je vais l'isoler du reste de l'ordinateur. Il s'exécutera toujours sur le même noyau Linux que l'ensemble de mes programmes, de mes applications, mais il verra, lui, un autre système. Docker, de cette manière, va fonctionner par empilement. Nous avons donc le processus qui s'exécute et il va avoir accès à un système de fichiers différent. Et en plus, par-dessus, on pourra rajouter des modules qui rajoutera une épaisseur différente de données et on peut rajouter en plus, par exemple, des applications. Si parallèlement je voulais exécuter par exemple un processus Mongo, une base de données, il pourrait avoir accès à des données différentes, bien sûr, de Node, parce qu'il est toujours isolé, mais il aurait accès au même système de fichiers Alpine. Il n'en aurait pas besoin de recréer ce système de fichiers commun aux deux containers. Et bien sûr, l'ensemble serait isolé dans un réseau différent de mon ordinateur. L'intérêt de Docker va donc être de créer des entités indépendantes, organisées autour d'un processus qui contiendra toutes ces dépendances. Pour pouvoir suivre ce tutoriel avec moi et utiliser Docker sur votre ordinateur, il faudra installer Docker Desktop. Vous trouverez ça sur la page officielle, je vous mettrai un lien dans la description. Ça sera différent pour Mac, Windows et Linux, mais à chaque fois, c'est assez bien expliqué, vous ne devriez pas avoir de problème. Une fois Docker Desktop installé, vous allez vous retrouver devant ça. C'est l'interface de Docker Desktop qui nous permettra de gérer nos containers. Mais avant, on va aller faire un tour sur un site qui s'appelle Docker Hub. C'est sur ce site qu'on trouvera tous les processus qu'on peut utiliser dans un container. On va donc aller dans la section Explore et on va aller voir ça d'un peu plus près. Là, je vous conseille de fouiller un peu parce que vous allez vous rendre compte que l'écosystème de Docker est immense. Il y a tous les processus que vous connaissez. On a Ubuntu, on a donc Alpine, qui est une version très légère de Linux, Postgres, toutes les bases de données, Node, BusyBox, qui est un ensemble d'outils Linux. Et on va s'arrêter sur l'image de Node et on va voir ce que c'est qu'une image. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un container est un processus en cours d'exécution entouré de toutes ses dépendances et isolé du reste du système. Une image, ça va être la manière dont on va le transporter.
L'image Node.js sur laquelle on est en ce moment est une image officielle, c'est-à-dire qu'elle est maintenue par les développeurs de Node. On va avoir quelques infos sur l'image, comment s'en servir, qu'est-ce que c'est que Node, et nous on va cliquer sur un Dockerfile. Et là, on va voir la manière dont est construite une image. Si vous vous rappelez bien de mon exemple de tout à l'heure avec Alpine, une image, on peut le décrire comme un ensemble de documents et de fichiers et de directives nécessaires pour créer un container. Donc on voit en première ligne, c'est marqué From Alpine, ça veut dire que le container sera construit sur le système, sur la version d'Alpine. Ensuite, on a un ensemble de commandes qui vont s'exécuter pour monter notre container, et à la dernière commande sera Node. C'est-à-dire que la dernière commande va exécuter notre processus Node. À la fin de l'exécution de ce script, on aura bien un processus Node qui s'exécutera avec toutes ses dépendances installées dans un container Alpine. C'est une description, c'est un espèce de plan qui permet de créer ensuite, de monter un container. C'est ça une image. J'ai créé un README avec tout ce qu'on va voir ensuite. Pour créer, on va créer des containers, on va utiliser pas mal de lignes de commande, on va créer notre propre Dockerfile. Donc j'ai tout résumé, vous pouvez le retrouver sur GitHub et vous en servir comme point de référence. Et donc pour continuer, on va travailler avec le terminal. Pour commencer et pour vérifier que Docker est bien installé, on va faire un classique docker-version. Si vous n'avez pas exactement la même version que moi, c'est pas très grave. Ensuite, on va faire une commande très pratique qui est la commande tout simplement docker. Et à partir de là, on verra toutes les commandes qu'on peut réaliser. Les commandes Docker sont regroupées par famille. C'est-à-dire, dans la partie Management Commands qu'on voit ici, on a plusieurs groupes de commandes. Par exemple, si je veux exécuter une commande concernant une image, je vais faire Docker image, puis le nom de la commande. Alors on a plusieurs groupes pour les réseaux, pour les containers, pour les volumes qui sont les bases de données. Et ensuite, on a une seconde partie qui s'appelle Commands. Ça, c'est les commandes qu'on peut exécuter sans invoquer de groupe avant. La syntaxe sera donc Docker, catégorie, puis la commande. Si vous tapez seulement un groupe de commandes sans la commande derrière, juste une catégorie, vous allez avoir encore une description comme on vient d'avoir. Par exemple, si je fais Docker System, je vais avoir toutes les commandes que je peux taper grâce à System. J'en ai très peu d'ailleurs, c'est assez rapide, on a vite fait le tour. Pour ça, les commandes de Docker sont plutôt bien foutues. On peut se balader assez facilement dans le manuel et découvrir de nouvelles commandes. Donc exemple, je vais faire Docker System Info et je vais avoir toutes les informations au sujet du système Docker actuel. N'hésitez pas à explorer par vous-même ces commandes, c'est comme ça que vous découvrirez toutes les possibilités de Docker. Une commande qu'on utilisera souvent est Docker Image. Dans cette catégorie, on va pouvoir télécharger des images depuis Docker Hub, le pousser vers Docker Hub comme sur GitHub, c'est-à-dire l'ajouter au répertoire grâce à pull et push. On va pouvoir supprimer une image, on va pouvoir lister les images. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va essayer Docker image ls. Ça va nous sortir un tableau vide. On a juste le nom des colonnes, repository, tag et ainsi de suite. Mais pour l'instant, il n'y a rien dedans. Pour faire la même chose, on peut aussi faire Docker images. Au départ, il n'y avait pas les catégories dans les commandes de Docker. Vous pouvez donc parfois trouver les commandes simples comme Docker Images et les manières plus récentes, c'est-à-dire avec les catégories en plus, Docker Image ls. On aura une commande très similaire pour les containers, Docker Container ls. Et on va se retrouver avec le même tableau vide, bien sûr. Donc, pour créer un container, parce qu'on est là pour ça quand même, on va devoir le télécharger depuis le Docker Hub, si on ne le crée pas nous-mêmes. Pour ça, on va utiliser la commande docker pull. Et on va télécharger l'image Hello World. On tape sur Entrée et là, il va le télécharger depuis le Docker Hub. Quand je dis télécharger un container, vous avez bien compris, c'était une image, pas encore un container. Un container, c'est quand il est en cours d'exécution. Une fois téléchargé, avec la commande docker images, on va le voir apparaître. On a plusieurs infos, le tag, un ID, quand il a été créé et sa taille. Le tag, ça va être la version de l'image.
On peut aller voir sur le Docker Hub, on voit que c'est une image officielle maintenue par l'équipe de Docker et on va voir comment s'en servir. Et donc ils disent d'utiliser Docker Run Hello World. Si vous ne savez pas bien comment vous servir d'une image, c'est souvent sur cette page que vous trouvez toutes les infos nécessaires. On va donc essayer la commande Run Hello World. Pour info, il existe aussi une commande Docker Start. Mais avec Docker Run, on peut faire plus de choses et on le verra juste après. Docker Start va démarrer un container de la même manière. Je vais taper Entrée et je vais avoir tout simplement un output. Si vous lisez un peu anglais, vous pouvez lire, vous allez avoir quelques infos sur la manière dont a fonctionné le container, l'exécution et tout ce qui s'est passé derrière. Ce container ne sert pas à grand chose en soi, il permet seulement de se familiariser avec les commandes. Maintenant, on va essayer quelque chose d'un peu plus ambitieux. On va réutiliser la commande Docker Run, mais on va rajouter quelques options. On va rajouter l'option IT, -IT. C'est la construction de deux commandes différentes, la commande I et la commande T. I pour interactive et T pour terminal. Et vous verrez pourquoi dans un instant. Ensuite, on va rajouter -rm. Grâce à cette option, le container sera supprimé automatiquement une fois qu'il sera arrêté. Il ne traînera pas donc dans nos containers arrêtés. Ensuite, Ubuntu, c'est le nom de l'image qu'on veut utiliser. Et bash, c'est le nom de la commande que l'on veut exécuter dans cette image. Je clique sur Entrée et vous allez voir qu'il va télécharger l'image Ubuntu depuis le Docker Hub directement, sans que j'ai besoin de faire pull. C'est une des choses pratiques avec la Docker Run. Une fois l'image téléchargée et le container lancé, je me retrouve dans un nouveau terminal grâce à l'option IT. Si je fais ls, je vais pouvoir voir que je suis dans un système de fichiers, le système Ubuntu. Je peux utiliser des commandes classiques d'Ubuntu comme apt-get update et tout fonctionnera comme si j'étais vraiment sur un système Ubuntu. Si j'ouvre ensuite mon Docker Desktop, pour rappel d'ailleurs, Docker Desktop, c'est une partie du programme qui vient seulement avec l'ordinateur, mais si on utilisait ça sur un serveur, on n'aurait pas cette interface utilisateur. Comme on va s'en servir, ça évite d'avoir à faire des Docker Image ls en permanence. On voit donc qu'on a deux containers, un éteint, Hello World, et un en cours, celui d'Ubuntu. Il y a des noms générés aléatoirement parce qu'on n'a pas donné de nom au moment où on les a exécutés. C'est une option qu'on peut rajouter d'ailleurs. On voit également nos deux images, Ubuntu et Hello World. Le container Hello World est en pause parce que pour l'instant, aucun processus n'est en cours à l'intérieur. Le seul processus, c'était de nous afficher le texte qu'on a lu tout à l'heure. Un container sans processus en cours d'exécution ne sert à rien, il s'éteint tout seul. Un container ne vit que si un processus est en cours. Pour sortir du mode interactif, je peux faire CTRL-P, CTRL-Q. Ça va permettre d'exécuter le container, il sera toujours en cours d'exécution, mais en background, en fond. Donc on voit mon container est toujours allumé, il est en vert, alors que je suis sorti de mon terminal. Pour rattacher le container, je vais faire la commande docker attach, le nom du container, nice dawan. Pour info, les noms sont générés en combinant aléatoirement un adjectif et le nom d'un scientifique célèbre. Pour sortir de mon terminal et mettre fin au container, je vais simplement faire exit et on verra que le container, dès que je fais entrer, sera en plus supprimé automatiquement grâce à l'option -rm qu'on a rajouté tout à l'heure. Si maintenant je fais un docker ps pour lister mes containers, je vois qu'ils sont vides, pourtant j'ai un container éteint qu'on a vu tout à l'heure dans le Docker Desktop. Et pour l'afficher, je vais rajouter l'option -a. Maintenant qu'on a vu comment exécuter et éteindre des containers, on va voir comment les supprimer, parce qu'ils auront vite fait de s'accumuler. Pour ça, on a la commande docker rm, puis le nom du container. Il nous suffit de mettre les 4 premiers chiffres de l'identifiant dans le container pour supprimer celui qu'on désire. Si ça retourne les 4 premiers chiffres, c'est que ça a fonctionné. Je peux refaire un docker psa, il n'y a plus rien. Pour supprimer les images, vu que maintenant j'en ai 2, je vais faire une commande assez similaire, docker rmi, puis le nom de mon image. Donc cette fois tout simplement Hello World ou Ubuntu.
Je clique ensuite sur Entrée, il va me confirmer la suppression de l'image. Autre commande très pratique qui permet de supprimer tout ce qui est inutilisé pour nettoyer vraiment toute la mémoire et remettre à blanc, docker system prune. Il va nous demander confirmation et nous lister tout ce qu'il va supprimer. Les containers inutilisés, le cache, les images et les networks aussi, puisque au sein de Docker, on peut créer des réseaux pour nos différents containers. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va créer notre propre container à partir d'un Dockerfile. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un projet, parce que ça sera plus intéressant. Donc je vais rapidement créer un serveur express. Je vais initialiser mon projet avec npm init, installer express, copier le boilerplate dans un nouveau fichier app.json et lancer mon serveur avec la commande node app.js. Une fois le projet créé, je pourrai me connecter grâce à mon navigateur sur le port 8080. Et j'aurai bien mon message Hello World que je l'envoie grâce à Express. Pour créer un container à partir de cette application, je vais utiliser un document qu'on appelle le Dockerfile. Le Dockerfile, ça sera la suite, l'ensemble d'instructions qui dira à Docker comment construire le container à partir des fichiers et dossiers qu'on a dans le répertoire actuel. Le Dockerfile s'écrit assez simplement. On a d'abord l'instruction, la commande et ensuite l'option. La commande principale, ce sera from, celle qu'on met toujours. La commande from va indiquer à partir de quelle image ou à partir de quelle distribution on va construire le container. Nous, on va vouloir le construire à partir d'une image Node, forcément, parce qu'on a besoin de Node pour faire tourner notre application. De retour sur le Docker Hub, on va aller voir sur la page de l'image de Node. On va revoir notre liste de Dockerfile qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas oublier que Node est construite à partir également d'un Dockerfile. Ce Dockerfile qui va se construire sur une image, sur une distribution Linux, qui sera à la base de l'image. On peut comme ça empiler les images pour faire des containers de plus en plus complexes. On va voir à un moment How to use the image, où on va trouver les instructions sur comment construire notre Dockerfile perso, à partir du leur. Alors là, c'est plutôt bien expliqué. From Node 2.10, à partir de l'image de Node, on veut expose pour ouvrir un port, le port de notre container au public, et ensuite on a même les commandes qu'il faut exécuter pour construire le container et l'exécuter ensuite. On va donc aller faire ça. On va commencer par from, qui veut dire depuis l'image source, qui sera Node Alpine. Alpine, je vous le rappelle, est une distribution Linux très très légère qui contient le minimum vital pour faire tourner Node. Ensuite, on va créer un dossier dans lequel on voudra se placer, c'est-à-dire dans lequel on pourra mettre des choses, copier des choses, avec la commande workdir, working directory. On mettra donc notre application dans le dossier user src app, mais il n'y a pas de règle pour ça, vous pouvez le mettre dans le dossier home ou n'importe lequel, en créer un, juste app. Ensuite, on va copier nos packages.json qui permettent de décrire notre projet. On va les copier depuis notre répertoire de source dans lequel on est en train de travailler jusqu'à notre répertoire de destination, c'est-à-dire le futur container, donc à l'intérieur du futur container Alpine. Donc pour ça, on utilise la commande copy. La première option sera ce que l'on veut copier, puis la destination. On veut copier package.json et packagelock.json. Donc on va utiliser l'étoile, qui signifie tout ce qui commence par package. Ensuite, grâce à l'instruction run, on va pouvoir exécuter une commande. On va exécuter npm install pour qu'il puisse installer nos dépendances depuis le package.json. Et ensuite, pour faire bonne figure, on va nettoyer le cache pour être sûr que notre container reste léger, grâce à la commande npm cache clean. Pour terminer, on va ajouter dans le container notre projet, le app
app.js. Pour ça, on va faire copy point point. Cette instruction signifie copie tout ce qu'il y ait en ce moment dans le fichier, dans le répertoire source, copie le tout dans le répertoire de destination, le working directory dans lequel on se trouve en ce moment. Donc ça va copier l'app.js dedans. De base, tous les ports des containers sont fermés. On ne peut pas se connecter juste à un port comme on le ferait sur un ordinateur localhost 3000. Et pour en ouvrir un, on utilise la commande expose qui va nous dire sur quel port on voudra se connecter au container. Et nous, on voudra exposer le port 8080 qui est le port qu'on utilise dans notre serveur Express. Ensuite, et pour terminer, on va utiliser, comme vous l'avez déjà vu, l'instruction commande et on va exécuter un processus node en utilisant la commande node et l'option app.js qui est le fichier qu'on veut exécuter. Quand je vous parlais du principe des couches tout à l'heure pour les containers Docker, les différents étages qui s'empilent pour créer les containers, eh bien, quand on utilise run, on va créer à chaque fois un nouvel étage. Alors qu'avec commande, qui exécute aussi une commande qui est a priori très similaire, ça va permettre de choisir la commande par défaut qui est exécutée à chaque fois qu'on lance le container. C'est pas exactement la même chose. Cette commande peut être ensuite modifiée au moment où on exécute le container. Rappelez-vous tout à l'heure, quand on a exécuté Ubuntu, après Ubuntu, on a mis bash, on a rajouté le bash, c'est-à-dire la commande qu'on voulait exécuter en lançant Ubuntu. Et bien cette commande-là, node app.js, elle se situe à ce niveau-là. Si on exécute donc cette image qu'on vient de créer avec une autre commande après, ça va modifier, ça prendra la place de cette commande node app.js. Bon, maintenant qu'on a vu ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un problème. Le problème va se trouver au niveau de la deuxième copie. Si on copie tout ce qu'on a dans ce dossier et qu'on le remet dans le container, on va avoir deux fois le dossier node-modules. On l'a deux fois parce que la première fois, on l'a déjà eu en exécutant npm install. Et pour ça, on a un autre fichier qu'on va créer tout de suite qui s'appelle docker ignore. Ce fichier fonctionne comme le git ignore. Docker ignore d'ailleurs, j'ai oublié le point. On va simplement rajouter node modules à l'intérieur et Docker ignorera notre dossier node modules quand on lancera la construction de notre image. Bien, alors je vais couper mon serveur avec CTRL-C et on va construire notre image. Pour ça, je vais utiliser la commande docker build. Je vais rajouter un point juste après pour préciser que c'est dans ce dossier dans lequel je tape la commande que le Dockerfile se trouve. Et ensuite, je vais ajouter l'option -t pour nommer mon image. Si vous créez un compte sur GitHub avec un repository pour mettre vos images, vous aurez un nom de repository. Et donc on appellera notre image l'instant code, le nom de notre répertoire, / le nom de l'image. Test app dans notre cas. Mais c'est juste un exemple. Ensuite, on va voir que Docker va exécuter une à une toutes les instructions qu'on lui a données, télécharger les éléments qui lui manquent pour construire l'image. Le Dockerfile, c'est donc la série d'instructions qui va nous permettre de construire l'image étant l'ensemble de toutes les dépendances qui nous permettra d'exécuter un container, un processus. Une fois l'image terminée, on va pouvoir le retrouver dans notre liste d'images. Je change de terminal, mais ça marcherait aussi bien évidemment dans le terminal de Visual Studio. Je trouve seulement celui-là un peu plus lisible. Je vais donc pouvoir exécuter un container à partir de cette image grâce à Docker Run. Je vais utiliser l'option P pour relier le port qui est ouvert en ce moment sur mon container 8080 au port 3000 de mon processus Docker pour que si je me connecte sur le port 3000 depuis mon ordinateur ou depuis n'importe quelle source, il le dirige vers le port 8080 de mon container. Et je vais ajouter ensuite le nom
de mon image. Je tape Entrée et je vais avoir le log depuis mon application disant App Listening Port 8080. Si j'ouvre mon navigateur maintenant pour me connecter à ce port 8080, ça ne fonctionnera pas. Évidemment, parce que je l'ai connecté au port 3000. Et donc si je me connecte au port 3000, ça va fonctionner. Ça va renvoyer la connexion du port 3000 vers le port 8080 de mon container. Donc dans cette situation, pour y voir un peu plus clair, on a ouvert le port 8080 de notre container, on l'a grâce à l'option "-p" relié au port 3000 de Docker, notre espace Docker, qu'il a rendu public sur notre ordinateur. Donc on a pu ensuite se connecter sur ce port grâce à notre navigateur. De cette manière, vous pouvez créer des interfaces complexes et vous pouvez créer même des réseaux privés à l'intérieur de l'espace Docker grâce à l'option Network, que je vous laisserai découvrir par vous-même parce que ça va un peu au-delà de cette introduction. Maintenant, on va faire quelque chose que j'aime bien faire, c'est-à-dire découvrir la documentation, l'explorer un peu, voir comment elle est organisée pour savoir comment s'en servir. Je suis donc sur le site docs.docker.com. Je vais aller sur les références et ici on va trouver tout ce dont on a besoin sur les commandes, le Dockerfile et plus encore. Donc si je vais sur Docker CLI, c'est-à-dire la Command Line Interface, je vais retrouver la liste de toutes les commandes dont celles qu'on a déjà vues et il y en a un paquet. On peut aller voir Docker Build, la commande qui permet de construire une image à partir d'un Dockerfile. Et on verra toutes les options qui sont disponibles. Ils vont nous reparler du Docker Ignore par exemple. On pourra voir un peu plus de choses qu'on peut rajouter. On va savoir le tag, comment taguer une image. Et je vous conseille d'explorer. Si vous parlez un peu anglais, ça sera certainement plus simple. Sinon, vous pouvez utiliser une traduction automatique pour essayer de saisir le principal. Quelque chose qu'on n'a pas encore vu et qui est pourtant très important, ce sont les volumes. Si vous utilisez un container pour faire une base de données, toutes les informations qui seront transmises dans ce container, une fois que le container sera éteint, les informations sont supprimées. Elles ne sont pas, le container n'a pas de données persistantes. Il faudra donc créer des volumes, relier des espaces mémoire de votre ordinateur à un espace du container qui pointe à un espace du fichier du système pour qu'il garde les données en mémoire. Et pour ça, il y a une commande assez simple. Je vais vous faire une démo dans un instant, juste pour voir comment ça marche. Après, faudra faire des essais par vous-même. C'est toujours le plus sûr pour vraiment maîtriser l'outil. On peut aller aussi voir la partie Dockerfile, la référence, et vous aurez toutes les instructions qu'on a déjà vues, from, workdir, et il y en a d'autres qui vous seront très utiles. C'est pareil, je vous conseille d'y faire un tour. Vous en trouverez quelques-unes que j'ai décrites déjà dans le README que j'ai préparé, qui sera dans la description de la vidéo. Maintenant, on va s'arrêter un instant sur les volumes. C'est grâce à eux que vous pourrez faire persister vos données, c'est-à-dire les garder dans le temps même si votre container s'éteint. On peut faire Docker Volume pour voir les quelques commandes qu'on a dans cette catégorie. On n'en a pas beaucoup. On peut les créer, les lister et les supprimer. On va donc commencer par créer un volume avec Docker Volume Create. Et on l'appellera tout simplement Data. Si maintenant je vais voir dans les volumes avec Docker Volume ls, j'aurai bien mon nouveau volume créé, géré par Docker. Je peux l'inspecter pour voir les options, les différentes infos sur ce volume, mais le plus intéressant, ça va être de s'en servir. Pour ça, on va faire un exemple avec Postgres. On va pas faire un exemple total parce que ça serait un peu long, je vais juste vous montrer la commande pour vous servir du volume avec Postgres. Donc pour ça, on ferait docker run-v pour volume. Ensuite, le nom du volume, 2 points, puis le chemin vers le fichier que vous voulez persister dans votre container. Par défaut, dans un container Postgres, toutes les données vont dans le dossier var lib postgresql/data. Donc tout ce qui ira dans ce dossier
enregistré par la base de données sera renvoyé et enregistré dans notre volume qu'on vient de créer, le volume data. Pour être plus précis, je crois que ce dossier data va pointer vers le volume directement. Ça ne sera pas ni copié ni renvoyé, ça pointe vraiment directement vers le volume. Il existe une autre manière de persister les datas qui va être avec l'option "-mount". Cette fois, on va indiquer d'abord le chemin sur notre ordinateur ou notre serveur source, c'est-à-dire le dossier sur lequel on voudrait enregistrer, qui ne sera pas géré donc par Docker, mais directement depuis notre ordinateur. Puis la destination, c'est-à-dire encore une fois var lib PostgreSQL data, le dossier que l'on veut enregistrer dans le container. La syntaxe sera donc "-mount pour bind mount, c'est la technique de volume qu'on appelle. Type égale bind. Bind, ça veut dire relier, ça veut dire que ça va relier ces deux dossiers qui pointeront au même endroit. La source, donc n'importe où vous voulez enregistrer vos informations, c/data par exemple. Puis la destination, target, qui sera le dossier, le dossier Postgres. Donc, encore une fois, var lib PostgreSQL data. Vous avez compris le principe. On va donc regarder un diagramme parce que c'est toujours un peu plus clair. On a donc deux techniques pour faire persister les datas. Le volume et le bind mount. On va faire pointer un dossier de notre container vers l'extérieur pour qu'il puisse être enregistré ailleurs que dans notre container étant pas capable de retenir des données. Donc, soit on utilise un dossier, une destination avec bind mount dans notre ordinateur, soit on utilise un volume créé par nous et géré par Docker, qui se situe dans les dossiers Docker. En général, pour la production, on va plutôt utiliser les volumes. Déjà parce qu'ils sont nommés, c'est plus facile à gérer, il n'y a pas besoin de s'embêter avec des chemins, les destinations compliquées, et c'est Docker qui gère. C'est quand même un peu plus simple. En plus, on peut faire pointer différents containers vers le même volume, c'est plus facile à gérer. Maintenant et pour finir, nous allons voir Docker Compose. On va pouvoir taper Docker Compose dans la console, et il va nous sortir une réponse similaire de si on avait tapé Docker. On va avoir une liste de commandes qu'on peut réaliser avec cette instruction. Docker Compose est une technologie qui va se rajouter à Docker et à Docker Desktop. Je peux faire Docker Compose -- version et j'aurai ma version de cette interface. Nous avons donc trois technologies différentes en ce moment sur notre ordinateur. Docker, qui est vraiment le programme qui gère les images et les containers dans l'ordinateur en fond. On a Docker Desktop avec l'interface graphique qu'on a déjà utilisée et Docker Compose qui va nous permettre de démarrer plusieurs containers en même temps. Pour ça, je vais retourner sur notre projet Express. Et au même titre qu'on a créé un Dockerfile pour créer une image, on va créer un docker-compose .yml, un fichier Docker Compose pour créer ce projet. Je vais aller assez vite sur le Docker Compose. Ça ressemble un peu au Dockerfile en plus complexe et en plus vous ne vous en servirez pas tout de suite tant que vous n'aurez pas appris à maîtriser les containers tout simple et le Dockerfile. Dans ce fichier Docker Compose, donc, on va définir les différents containers qu'on voudrait voir fonctionner en même temps. Par exemple, notre projet Express et la base de données Postgres. Les différents containers seront appelés des services. Mon premier service, qui sera mon application, je voudrais qu'elle se construise à partir d'un build. Si je mets un point, c'est dans le dossier dans lequel il se trouve. Donc, il cherchera le Dockerfile. Il va dépendre de Postgres. Je peux donner des variables d'environnement pour relier ma base de données à mon projet. Je peux ouvrir des ports également, comme avec la commande P qu'on a vu tout à l'heure. Et je vais ajouter enfin mon deuxième service qui sera Postgres. Remarquez que le fichier YAML fonctionne par indentation. C'est-à-dire que plus on a d'espace, plus on descend bas dans la hiérarchie. En haut, on a les services qui va définir les différents services. Ensuite, on a le nom de chaque service, app,
qui va être notre application. Postgres sera notre base de données. Ensuite, on a les options. Build, à partir de quoi il est construit. Environnement, les variables d'environnement. Et ensuite, on a les paramètres de ces options. Donc, pour continuer sur notre lancée, on va continuer avec Postgres. Cette fois, on ne va pas utiliser à partir d'un build, mais à partir d'une image qu'on va télécharger depuis le Docker Hub, comme avec le from du Dockerfile. Donc, on va utiliser l'image Postgres Alpine. Ensuite, on pourrait rajouter des variables d'environnement. On peut bien sûr rajouter des volumes qu'on aura créés. Et tout en bas, on terminera par déclarer les différents volumes utilisés par nos containers. Docker Compose, je pense que vous l'aurez compris, donc va nous permettre de définir un environnement de travail complexe à partir d'un document qu'on pourra démarrer ou éteindre à notre guise grâce à une ligne de commande. Pour démarrer mon projet, donc, je vais faire Docker Compose Up. Et là, il va agir comme avec le build, il va exécuter toutes mes instructions. Il va commencer par télécharger l'image Postgres Alpine qu'on n'avait pas jusque-là, puis il mettra en place tous les containers. Alors j'accélère un peu parce que c'est pas le plus intéressant. On verra à la fin que donc j'aurai les logs de Postgres et de mon application de couleurs différentes. App Listening Port 3001, parce que j'ai changé tout à l'heure le port pour faire des tests. Du coup, avec seulement une commande, j'ai pu monter un environnement de travail complet avec une application Express et une base de données Postgres qui peuvent communiquer entre elles. Si je vais voir dans mon interface graphique de Docker Desktop, on verra que mon projet est sous un même dossier et qu'à l'intérieur, j'ai mes différents services, mes différents containers up and running, c'est-à-dire allumés, en vert. Sachez que si vous n'aimez pas trop l'interface graphique et vous voulez rester dans votre éditeur de code, il y a sur Visual Studio une extension pour manipuler les images et les containers directement depuis Visual Studio. Donc c'est dans l'extension, vous pouvez taper Docker, c'est très simple, c'est la plus téléchargée. L'extension est maintenue par Microsoft directement, comme ça je pense qu'il n'y a pas de problème. 10 millions de téléchargements, vous pouvez être certain que ça fonctionne pas mal. Avec ça, vous pourrez faire à peu près tout ce qu'on peut faire avec le Docker Desktop de base. Vous pourrez voir les images, les supprimer, voir les containers, les éteindre de la même manière. Bien, après cette parenthèse, on va revenir sur notre projet. Je vais faire CTRL-C pour sortir de mon terminal. Ça va éteindre les différents containers. On verra ensuite dans le Docker Desktop qu'ils sont en pause. Mais si je veux vraiment éteindre mon projet entier, il faudra faire Docker Compose Down. Avec cette commande, je vais éteindre tous les containers, tout le projet, et il supprimera les containers, il remettra tout à zéro. Si je retourne sur le Docker Desktop, on voit que je n'ai plus de containers qui tournent. Voilà, et on arrive à peu près à la fin de cette introduction. Avec ça, je pense que vous avez de quoi vous amuser à un moment. Faites vos expériences. Docker, c'est excellent pour tester de nouvelles technologies. Si vous voulez tester PHP, tester Java, tester Postgres, tester une base de données, vous n'avez pas besoin de réinstaller un environnement complet à chaque fois sur votre ordinateur qui finit par être bourré de programmes. Vous pouvez le tester directement dans un container. Pour ceux qui sont restés avec moi jusqu'au bout, merci beaucoup, vraiment, ça me fait plaisir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. J'espère vous revoir la prochaine fois et prenez soin de vous.